Bonjour les amis, l'or va-t-il enfin exploser à la hausse? C'est une constante à chaque crise mondiale, le cours de l'or s'envole. L'or est ce qu'on appelle une valeur refuge. Quand l'économie est incertaine, c'est un investissement stable, une façon de mettre son argent à l'abri. Alors depuis l'année dernière, depuis 2019, l'or a fortement progressé, mais il n'a pas encore explosé à la hausse pour plusieurs raisons que je vais essayer d'expliquer dans cette vidéo. Donc selon les derniers chiffres du Conseil mondial de l'or, les ETF adossés aux métaux précieux ont enregistré des flux énormes, soit 298 tonnes, 7 fois plus qu'en 2019 pour atteindre le record de 3185 tonnes. C'est-à-dire que les ETF, par le biais desquels, donc les ETF effectivement ce sont des contrats qui permettent d'investir sur des thématiques sectorielles, sur des indices, mais également sur des matières premières comme l'or, eh bien ces ETF achètent de l'or. Et là on voit que ces ETF ont acheté énormément d'or. Ça veut dire qu'il y a derrière bien évidemment une grosse demande en or. On voit ici la demande mondiale d'or et on voit les ETF ici, le chiffre. On voit la high-tech, on voit les banques, etc. Et on voit ici en 2020, vous voyez 2020-2019, premier trimestre 2019, premier trimestre 2020. En 2019, on avait 42 tonnes. Ici, on a 298 tonnes. La joaillerie, 533 qui baisse. Les lingots et les pièces, 257, ça baisse légèrement. Les banques centrales, les institutions, 157, là, ça baisse légèrement. Par contre, grosse demande au niveau des ETF. C'est très intéressant parce que justement, les ETF, ce sont souvent des investisseurs institutionnels, mais également des particuliers. Alors, en Europe, ce sont souvent des investisseurs institutionnels. Aux États-Unis, il y a beaucoup plus de particuliers qui investissent par le biais des ETF. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. La demande en or ne progresse toutefois que de 1% au premier trimestre. Pourquoi? Parce qu'on a un effondrement des besoins pour la joaillerie avec les mesures de confinement dans les deux principaux pays consommateurs que sont l'Inde et la Chine. Donc, Inde fermée, Chine fermée, bien évidemment, on va moins s'acheter des bijoux, etc. Par contre, l'or a tenu son rôle de valeur refuge. Et c'est intéressant parce que ça montre que finalement, il y a eu une baisse de la demande au niveau de la joaillerie, mais une hausse de la demande des investisseurs qui considèrent l'or comme une valeur refuge. Ensuite, le comportement des particuliers en Occident est inverse avec une hausse de 36% d'achats d'or. Donc, il y en a plein qui, à un certain moment, se sont rués pour acheter de l'or. D'ailleurs, je pense que pas mal de détaillants en matière d'or en Europe, en France également, ont réalisé des chiffres d'affaires extraordinaires durant le premier trimestre 2020. Le marché physique, il a également été perturbé par les mesures de confinement. Il faut savoir qu'on a beaucoup de mines d'or qui ont dû mettre leur activité à l'arrêt ou au ralenti. La production elle a reculé également de 3% au premier trimestre, sans oublier le transport de l'or qui a également été perturbé. Avec le coronavirus, ces dernières semaines, les investisseurs britanniques et américains ont vraiment investi en masse sur l'or à tel point. On va peut-être avoir une pénurie d'or, on le sait, vous l'avez dit, c'est une valeur refuge l'or. À chaque fois qu'il y a une crise, quand il y a plus d'investissement, il va y avoir un problème de production, puisque en Europe, les principales raffineries se trouvent en Suisse. C'est bizarre, voilà. Mais donc ils ont fermé certaines raffineries, ils ont confiné des ouvriers, donc difficile d'avoir des nouveaux lingots. Même chose du côté des pays producteurs d'or, comme l'Afrique du Sud ou le Canada, qui commencent à moins extraire. Et aujourd'hui, pour avoir des lingots, figurez-vous, il faut 15 jours d'attente, quoi. Flûte quand même. Non mais attendez, alors Elisabeth, vous comme moi, on est inquiets. Où se fournir en lingots aujourd'hui? Eh bien tout simplement en prenant notre téléphone et en appelant des sociétés spécialisées qui vous disent, pas de problème, on vous livre des lingots par avion. Mais là, de nouveaux problèmes, puisque des avions, eh bien, il y en a de moins en moins, donc il va falloir attendre encore assez longtemps. Donc on voit bien qu'il y a eu un impact sur l'offre, donc l'offre qui a diminué, la demande qui s'est quand même maintenue, même si on a eu des hausses à certains niveaux, des baisses à d'autres niveaux, mais on comprend que ça permet à l'or de tenir. Les banques centrales sont moins friandes d'or. Voilà, parce qu'effectivement l'économie a évolué. Au début de la crise, d'ailleurs, l'once avait dégringolé de concert avec les marchés actions. C'est-à-dire qu'on avait vu à un certain moment un phénomène intéressant. On avait vu les actions qui baissaient et l'or qui diminuait également. Et pourquoi? Alors certains expliquent, parce qu'encore une fois c'est une explication, qu'on vendait de l'or pour pouvoir répondre à certains appels de marge. C'est-à-dire que comme on avait perdu beaucoup d'argent sur les actions, eh bien, il fallait effectivement des liquidités pour pouvoir rembourser ses investissements ou ses achats. Donc,
À plus long terme, on a beaucoup d'investisseurs qui sont plutôt haussiers sur l'or et qui considèrent effectivement que l'or va monter. Je vais vous faire une analyse graphique juste après. Là, je vous parle juste de la théorie, des grandes lignes, etc. Beaucoup de personnes d'ailleurs m'ont demandé, Tammy, pourquoi l'or baisse en même temps que les indices? Pourquoi l'or n'est pas monté alors qu'on est dans une situation de totale incertitude? Et là, c'est ça le point le plus important. C'est que l'or, historiquement, a progressé quand il y a eu soit énormément d'incertitudes, soit quand il y a eu de l'inflation ou une forte hausse de l'inflation. Donc l'or, c'est un actif qui ne procure aucun rendement, contrairement aux actions qui délivrent des dividendes et contrairement aux obligations. Quand on a des actions, on touche un dividende. Quand on a des obligations, on touche un coupon. Quand on a de l'immobilier, on touche un loyer. Mais l'or, lui, est un actif stérile. Donc pour s'enrichir quand on possède de l'or, eh bien, il faut que le cours monte. Il est plus attrayant dans un environnement où très peu d'autres produits offrent un rendement, voire offrent un rendement négatif. Ici, j'ai mis le graphe de l'or dans les années 70. Et vous voyez ici, l'or qui valait 38 $ en 70-71 et qui est monté à 800 $. Donc vous imaginez, ça a été multiplié par 25 fois. Donc on a une forte hausse de l'or en 10 ans. Les années 70 et 80, période marquée par les deux chocs pétroliers. Plus qu'ailleurs dans le monde, les Français se sont rués vers l'or. En 1975, ils ont possédé 4600 tonnes au total. Et puis, vous voyez l'or ici qui se stabilise et qui commence à se tasser. Pourquoi? Parce qu'à partir de ce moment-là bien précis, on a eu une forte hausse des taux d'intérêt pour contrer l'inflation, parce qu'effectivement, l'inflation était très élevée. Elle était à 2 chiffres aux États-Unis, en Europe. On a eu dans les années 70 ce que l'on appelle la période de stagflation, c'est-à-dire une période de stagnation économique et d'inflation, donc hausse de l'inflation et baisse de la croissance et hausse du chômage. Donc les années 70, on a eu baisse de la croissance, hausse de l'inflation, hausse du chômage. Et donc l'or, dans cette période, est devenu une valeur refuge. Tout le monde s'est rué vers l'or et ça explique cette explosion de l'or. Et je parle bien d'explosion puisque le prix de l'or a été multiplié par 25. Et ensuite, on a assisté à une longue période d'accalmie. Vous voyez ici les sommets qui ont été réalisés en 79, 79-80. Donc encore une fois, ça correspond à la période où les États-Unis étaient en période d'inflation et on a eu Paul Volcker, à l'époque c'était le président de la Fed, qui a augmenté les taux d'intérêt. Et là, toute la donne a changé pour l'or. Et vous voyez, entre 80 à 2000, l'or qui ne fait quasiment rien. Et l'or, vous voyez ici, il est entre 295, 400 $, 500 $. Bon, bien sûr, on a une fourchette, mais vous voyez ici 295, 500, et on voit un tassement de l'or qui pendant quasiment 20 ans ne va rien faire. 20 années pendant lesquelles l'or ne va rien faire. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que beaucoup de personnes font de mauvais choix sur le coup de l'émotion. Cet exemple prouve une chose. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit « Tammy, j'ai envie d'investir, j'ai envie de me presser ». Et ça, je pense que c'est hyper important. C'est-à-dire qu'on a eu des situations dans l'histoire où les marchés financiers, ou certains marchés, n'ont rien fait pendant 10 ans, pendant 20 ans. Et c'est le cas de l'or entre 1980 à 2005. L'or n'a rien fait. La personne qui avait acheté de l'or n'a rien gagné. Alors elle a perdu parce qu'elle aurait pu investir sur les actions et gagner beaucoup plus sur les actions, mais elle n'a rien gagné sur cet investissement. Donc c'était un très très mauvais investissement. Et donc aujourd'hui, la question qui se pose, c'est est-ce que ça vaut le coup d'investir aujourd'hui sur l'or? Donc pourquoi l'or s'est repris depuis 2019? Parce que justement, c'est en avril 2019 que l'or a commencé à se reprendre. Et jusqu'à présent, donc, la hausse s'est basée sur le fait que la conviction de nombreux investisseurs, c'était que la Fed allait réussir à éloigner la déflation. La déflation, c'est une situation où les prix baissent. Et donc, comme on a une situation d'inflation faible, donc l'inflation, elle est faible, l'or devient moins intéressant.
Et on le voit entre 2009 à 2020, on a eu une inflation faible, des taux d'intérêt faibles, mais surtout on a eu des actions qui ont explosé à la hausse. Et l'or n'était pas intéressant parce qu'il y avait un arbitrage très simple. C'est-à-dire on compare l'or, on compare les actions, on se disait les actions sont bien plus intéressantes. Et c'est vrai. Mais c'est en 2019 que l'or a choisi de monter. Mais il ne faut pas oublier qu'entre 2009, c'est-à-dire la fin de la crise des subprimes, à 2012, l'or a progressé. Pourquoi? Parce que la Grèce, parce que l'Europe en grande difficulté, parce que beaucoup d'incertitudes, parce que la crise et donc beaucoup de gens se sont rués vers l'or. En 2008, de nombreux Français se précipitaient au comptoir de vente. Quelle que soit la crise économique, l'or a la meilleure valeur. Pour moi. En 2011, l'or a atteint une valeur historique, 1 900 $ l'once. Donc on a eu une forte hausse et quand on a commencé à mettre en place les QE, quand on a commencé à calmer le jeu, etc., entre 2012 à 2019, l'or n'a rien fait. D'où l'importance, encore une fois, d'être un bon sur le plan timing ou alors d'avoir un portefeuille diversifié. C'est-à-dire que l'or n'est pas le seul actif sur lequel vous investissez. Donc depuis fin mars, les taux réels ont fortement baissé parce que le marché s'attend à plus d'inflation. Et pourquoi s'attendre à plus d'inflation? Vous avez compris, on a voilà, les QE massifs, on a la planche à billets qui a tourné à plein et il y a cette incertitude. Est-ce qu'on va rentrer dans une ère d'hyperinflation? Ce n'est pas impossible et j'y reviendrai après. Donc, la Fed contrôle directement les taux nominaux, mais son objectif ultime, c'est de réduire les taux réels, c'est-à-dire les taux d'intérêt pour faire en sorte qu'il y ait plus d'investissement, plus de consommation. Dans les pires moments du mois de mars, l'or a chuté en même temps que les actifs à risque parce que la Fed ne réduisait pas aussi vite les attentes en matière d'inflation. En conséquence, les taux réels ont augmenté et le prix de l'or a chuté. Encore une fois, cette notion d'arbitrage. D'accord? Quand les taux réels augmentent, on se dit que c'est mieux d'aller sur un actif qui nous rapporte de l'argent plutôt que sur un actif qui nous fait perdre de l'argent ou qui ne nous fait rien gagner. Et donc, le prix de l'or va dépendre de la capacité de la Fed, mais également de la BCE, à garder le contrôle des attentes économiques et à maintenir les taux réels à un niveau plus bas. Donc, si les taux d'intérêt sont bas, voire négatifs, et négatifs en termes réels, c'est ça ce qui va permettre aux gens de se dire tiens, ça peut valoir le coup d'investir effectivement sur l'or. Donc si la crise économique provoque une déflation à laquelle la Fed ne peut pas remédier, bon, on est bien d'accord que l'or va baisser. Pourquoi? Parce que la déflation, ça veut dire la baisse des prix. Ça veut dire que 100 $ aujourd'hui vaudront plus demain. On est d'accord? Ça veut dire que comme les prix baissent, avec 100 $ aujourd'hui, j'aurais pu acheter l'équivalent de 100 $ en marchandises. Mais si les prix baissent, d'accord, 100 $ me permettront d'acheter beaucoup plus de choses. Donc la valeur de mon argent augmente. Donc pourquoi la mettre sur l'or alors qu'en gardant son cash, je peux gagner plus? Et c'est la problématique actuelle. Et donc, l'or pourrait encore monter si la Fed parvient à encourager l'inflation galopante, mais rien ne prouve qu'elle puisse y parvenir parce qu'aujourd'hui, on est plus dans un schéma de déflation. On ne parle pas encore d'inflation, voire d'hyperinflation. Le chômage, il est en train d'être historique. La production a diminué. La situation économique n'est pas au beau fixe. Et on ne pense pas qu'elle rentrera dans l'ordre avant au moins 1 an. Donc on est bien d'accord que tant qu'il n'y a pas une reprise de la production, tant que le chômage ne diminue pas, tant que l'activité ne reprend pas, on ne peut pas parler d'inflation et on peut plus parler de déflation. Mais l'hyperinflation, c'est quoi? C'est une situation où l'offre ne répond pas à la demande. C'est-à-dire que la demande devient tellement importante par rapport à l'offre que les prix augmentent. L'offre, elle vient des entreprises, on est bien d'accord.
Si les entreprises licencient, si les entreprises font faillite, si on a de plus en plus d'entreprises qui sont en difficulté, qu'est-ce qui va se passer? L'offre va fortement diminuer. Si la demande reste la même, comme aujourd'hui, beaucoup de subventions, beaucoup de fonds vont vers la demande. Donc la demande, elle se stabilise ou elle reste la même. On se retrouve dans une situation où la demande est supérieure à l'offre et on peut se retrouver, et ce n'est pas un scénario à exclure, un scénario d'inflation. Ça ne veut pas dire que l'économie sera au top, parce que généralement, quand on parle d'inflation, on parle d'une économie qui est quand même saine, parce que les prix augmentent, la production augmente, etc. Mais on peut avoir de l'inflation dans une situation où l'économie se contracte, tout simplement parce que la demande est supérieure à l'offre. Tout simplement. Et là, vous voyez comment ça peut ensuite s'enrayer très rapidement. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas parler d'hyperinflation, mais à l'avenir, ce n'est pas quelque chose d'impossible. Et si on a une hyperinflation, qu'est-ce qui va se passer? Donc, je vais revenir ici rapidement sur un graphe. Ici, vous voyez, donc, on est bien d'accord qu'on est en 2019, d'accord? C'est là où on a cassé. On voit bien qu'on est autour des sommets historiques et on voit bien que l'or, pour le moment, il attend voilà, un vrai signal pour exploser. Donc, on a plusieurs possibilités. Premièrement, situation de déflation, d'accord? Donc, on a une situation de déflation, ça veut dire que les prix baissent et donc l'or va faire du surplace, d'accord? Puis, deuxièmement, une situation où l'économie ne repart pas, le chômage reste élevé, mais l'inflation commence à redémarrer parce qu'on a injecté énormément d'argent. Et bien là, ça va entraîner une hausse des prix de l'or parce que l'or deviendra automatiquement une valeur refuge. D'accord? Parce que c'est un métal précieux rare, parce que derrière, il y a une valeur. Combien de temps ça va prendre? Encore une fois, il faut avoir une vision historique. C'est pour ça que je vous dis que même dans le domaine de l'investissement, la notion de timing est clé. C'est-à-dire beaucoup de gens, encore une fois, s'excitent. Moi, quand par exemple sur le pétrole, j'ai dit que c'était plus du trading que de l'investissement. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir un pétrole qui fait du surplace pendant 10 ans. Alors bien sûr, il va faire du plus 30%, plus 50%, et puis il va se casser la figure, et puis il va remonter, et puis il va baisser, comme l'or. Historiquement, c'est ce qu'on a eu. On a eu des phases de hausse, des phases de baisse, des phases… Mais un investisseur est perdant. Un trader peut tirer son épingle du jeu, mais pas un investisseur, parce que c'est deux logiques différentes. Donc on revient rapidement sur le graphe de l'or. Vous voyez ici, entre 81 à 2005, vous voyez, l'or qui fait du surplace. Assez incroyable, l'or qui fait du surplace. Et puis il a fallu attendre 2005. Alors là, vous voyez ici, on a 2003. Ici, on a le crack des valeurs technologiques. Donc ça, c'était la première phase de hausse. C'est-à-dire qu'on a eu un long crack boursier, mais l'or avait fait un point bas de 258 $. D'accord? Là, il fait du plus 100% entre 2000 et 2005, c'est-à-dire 5 années. On a un crack, on a la guerre en Irak, on a tout ce que vous voulez. Puis ici, vous avez une première correction. Et puis ici, vous avez la crise des subprimes en 2008. Alors, c'est intéressant parce que l'or explose à la hausse 2007-2008. Donc, pendant la crise des subprimes, l'or explose à la hausse. Il passe de 745 à 1000, donc 30%, ce qui est très bien dans une situation où les indices ont fortement chuté. Et puis, dans un deuxième temps, vous voyez ici, 2008, ici, 2008, l'or baisse. Et c'est intéressant, c'est-à-dire que l'or baisse, idem, hein, on est dans cette situation de crise. Donc, il monte dans un premier temps, puis il baisse dans un second temps. Ensuite, janvier 2009, avril, mai, l'or monte. Et il monte fortement jusqu'en 2012. Moi, ici, j'étais hyper prudent. Vous pouvez voir, à un certain moment, je parlais de bulles. J'avais assisté à des tables rondes où les gens disaient, alors des gens très connus, des analystes techniques et compagnie, qui expliquaient que l'or allait à 12 000, 20 000 dans les prochains mois. Assisté à ma conférence, je vous avais parlé effectivement de niveau sur l'or. Et je vous avais dit, si on casse, ça sent pas bon. Pourquoi? Parce qu'on avait effectivement sur le daily, et je suis désolé, mais moi je crois en l'analyse technique. Pour moi, l'analyse technique, c'est un outil
d'aide à la décision. C'est comme le contrôleur de gestion, il a des outils. C'est comme le comptable, il a des outils. C'est comme le cordonnier, il a des outils. Bien, le trader, il a des outils. On a vu ce qu'a fait l'or. L'or, ici, en 2012, il a chuté jusqu'à atteindre les 1000. Donc, il a perdu quasiment, parce qu'au top, il était à 1900, 50% de sa valeur, avant de se reprendre dans un second temps. Et là, on voit bien que pendant 20 années, l'or n'a rien fait. Puis entre 2005 à 2012, c'est-à-dire 7 années de hausse. Puis l'or, depuis 2012-2020, c'est 8 années où l'or, voilà, il a fait du surplace. Maintenant, c'est ça. Est-ce qu'on va avoir une situation d'hyperinflation? Est-ce qu'on va avoir une situation de déflation qui va se prolonger? Est-ce que l'économie va rentrer dans l'ordre? Auquel cas, l'or risque de baisser. Et c'est l'importance d'avoir une perspective d'investissement, de diversification, et puis ne pas effectivement tout miser sur un seul actif. C'est-à-dire, il y a une chose que moi j'ai compris, c'est qu'il n'y avait aucune certitude sur les marchés. Et donc à partir de là, il faut être humble, et on le voit bien, l'histoire de l'or nous montre l'importance d'être humble, parce que les gens qui se disaient l'or ne peut que monter, eh bien, ils ont attendu jusqu'en 2007, c'est-à-dire que là, en 80, ils ont attendu 27 ans avant d'avoir un retour sur investissement de zéro. 27 années. Beaucoup d'humilité par rapport à ce métal précieux. Et donc, soyez prudents. D'accord? Aujourd'hui, l'or se comporte bien. Les dettes des États sont extrêmement élevées. On est dans une situation de crise grave. Donc, l'or a un rôle à jouer dans un portefeuille diversifié. Et bien évidemment, ça dépendra de l'évolution de l'économie. Moi, je suis assez positif sur l'or d'ailleurs depuis l'année dernière, je l'ai dit à mes étudiants. Auparavant, j'étais à l'écart pour les raisons que je viens d'évoquer. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Grosse vidéo, c'est du contenu assez dense. Si vous avez aimé, mettez un like, mettez un super commentaire, partagez cette vidéo. Je vous dis à bientôt les amis. Ciao, ciao, ciao.